positif parce que ça a aussi impliqué quelque chose d'autre. C'est que ces clans, qui historiquement étaient des structurateurs de communautés qui permettaient de se défendre dans un cadre difficile, vont devenir une caste de nantis parfaitement acquis à la cause du dominant et qui ne vont plus avoir mais le moindre projet, la moindre vision politique. Et ça va durer pendant 150 ans, quoi. C'est-à-dire que la seule idée qu'ils vont avoir, ça va être de distribuer des subsides à une clientèle. Et puis, quand ils vont trouver quelques-uns qui sont un peu plus intelligents, on va les orienter soigneusement vers un exil systématique. Évidemment, ça va créer un drain qui ne va pas être très profitable à l'île. Vous vous en doutez bien. Alors, à cette époque-là, il y a deux grandes portes de sortie. La première, c'est le Second Empire de Napoléon III, un autre Corse. Et les Corses vont être, d'une certaine manière, la colonne vertébrale, disent certains historiens, de ce Second Empire. Ils vont être très nombreux à partir pour l'Afrique noire, pour la Cochinchine. Et puis, il y a ce rêve, cette Amérique latine. Aujourd'hui, c'est étonnant, ça aussi, c'est méconnu, mais vous avez plusieurs centaines de milliers de descendants de Corse qui vivent entre Puerto Rico, San Domingo, le Venezuela ou encore l'Argentine, et qui, de par leur simple présence, pourraient témoigner de cette histoire. Le chant qui suit, c'est une histoire vraie, une autre. Elle est arrivée dans une autre de nos familles. Et cette fois-ci, c'est une histoire d'amour. Rassurez-vous, c'est une histoire d'amour malheureuse. Il ne manquerait plus qu'on chantait du guet, ça casserait l'ambiance. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme, et il était fou amoureux d'une jeune fille. Et puis un jour, il a pris son courage à deux mains, il est monté dans ce petit village de Balagne, et puis il a demandé la main à la famille. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Et là, il va être éconduit parce que, d'une part, il était considéré comme un parti insuffisant, et puis d'autre part, on l'avait déjà fourgué à un autre. Donc lui, il va se mettre chez lui, bon, les arrivati, e stata di bon. E ho minato da sta qui. E tutti i giorni la diavolo che passava la braccetta così da un tuo portino. Non, vaut mieux que je m'en aille plutôt que de les voir passer main dans la main tous les jours. C'est pas bon. Donc je pars. Et puis il arrive sur le port d'Île Rousse, prêt à embarquer, à tenter lui aussi cette aventure portoricaine. Sans doute avait-il lui aussi des parents qui avaient migré là-bas. Mais avant de partir, il va être saisi comme d'un remords. Il va dire, ah, un po' su mica per te così, ci vuole che lasci qualcosa. Je ne peux pas m'en aller comme ça, je dois quand même laisser un petit quelque chose. Alors il va sortir un petit morceau de papier. Il va sortir une plume et il va tracer quelques vers qui sont magnifiquement composés. Il va plier ce petit morceau de papier et il va le confier à un ami qui a lui sur le port. Il va lui dire, Pierre, Colampese, porta qua Maria Francesca. Voilà, monte au village et porte ça Maria Francesca. Moi, je prends la mer. Et sans doute au moment où, eh bien, son navire fendait déjà l'écume, Maria Francesca va recevoir ce petit mot. Et sans doute qu'elle n'était pas forcément d'accord pour être fourguée comme l'ont fourgué les parents. Peut-être qu'elle avait d'autres projets elle aussi, parce qu'elle va le garder toute sa vie. On était en 1865. Ce mot, il va passer d'une main à l'autre, de mère en fille, jusqu'à ce qu'il y a quelques années de ça, dans la famille de monsieur, on le découvre dans une malle au village ce vieil écrit. Alors le papier avait joli, l'encre avait un peu bavé, mais la poésie était toujours là. Nous, cette poésie, on a eu envie de lui donner une seconde vie. Des vers qui disent Adieu Maria Francesca et di me non ti scorda. Maria Francesca, adieu, je vais partir pour Porto Rico, on ne se verra plus. Alors toi, de ton côté, eh bien, tâche au moins de ne pas m'oublier.
Io, Maria Francesca,